Bienvenue à tous, c'est reparti pour un tour de piste. Tous les terrains, tous les sports, c'est le lundi dans Esprit Sport avec le Dauphiné libéré, avec celui qui a contraint les plus grands à se faire un prénom. Vincent Clerc, Julien Clerc ont dû ramer devant Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucie. On lui doit les plus grandes découvertes sous l'eau, sur terre ou en l'air. Il s'envoie pour Esprit Sport, notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Bonjour, c'est Gabriela Papadakis, très heureuse de vous retrouver sur Esprit Sport. Sur Télégrenoble. J'ai loupé un truc là. Génial. Bonjour Esprit Sport. Bonjour, c'est Gabriela. Oh, pas de respect. C'est Geneviève. Robert. Jouer du piano. Yes. Ça va? Non. Parce qu'on roule encore comme les AG2R, mais avec un tout autre style, un style carrément à elle. Vous pouvez le voir déjà ici, un style qu'elle porte avec les couleurs, bien sûr, du club. Alors, à la fois, ça fait rire et ça fait pas rire. Qui sont donc les cannibales marmottes? Alors c'est plutôt assez simple, hein. Finalement, le roller derby, on va essayer d'expliquer ça. Tu prends deux équipes de 5 joueuses montées sur des patins à roulettes quad, comme on disait tout à l'heure, Ouais. une piste de 22 par 30, grosso modo, des peintures de guerre, des cris de guerre et surtout de la hargne. Tous les coups sont permis ou presque. Et après, on les laisse jamais, hein. On va regarder ce que ça donne, hein. C'est quoi Ouais. jamais? Le roller derby, c'est ça. I'm in control. I'm in control. I'm in control. I'm in control. Et voilà, c'est ce qui vous attend à la Halle Clémenceau samedi et dimanche avec une étape du championnat de France. J'irai jamais sur votre championnat de France. À l'occasion donc de découvrir votre équipe A et votre équipe B. C'est ce que... Alors je le fais sans le ton, hein, mais c'est en plusieurs lettres. Il y a plusieurs divisions. Donc l'élite, la nationale 1 où joue votre équipe A et la nationale 2 où joue votre équipe B. Est-ce que c'est Tout à ça? fait. C'est exactement ça. Je crois que vous avez tout dit, c'est bon. Ouais, voilà, merci, au revoir. C'était Merci très bien d'être dit, venu. merci. Alors non, parce que justement, Non, on a ouais, plein de ouais. choses à apprendre. Donc Justine, on révèle votre vraie identité. Non, je Ouais, pourrais allez, plus. Justine Je suis Feuille, démasquée. c'est ça? C'est ça, oui. Bonsoir. Oui, donc ce week-end, 8-9 décembre, championnat de France de roller derby. Donc là, c'est la première fois qu'on organise un plateau, en fait, dans le cadre du championnat de France, bien sûr. Et d'où le petit clin d'œil du titre extra long. On l'a fait en pensant à tous les journalistes. Non, mais Ça doit rentrer tout petit dans nos synthés, c'est pour ça que vous en voilà, verrez c'est pas que ce soir. historiquement, dans le club, dans la vie du club, en fait, on a toujours fait un tournoi qui s'appelle J'irai jamais sur vos tombes. Et donc là, on a mixé les deux pour faire appel aussi à ces tournois qu'on organise depuis 5 ans. Voilà. Et c'était ces images que vous avez vues ici, Tout à des fait. images de Mathias d'ailleurs, qui a découvert votre sacré grain de folie quand même la saison dernière. C'est quand même un sport très sérieux que vous faites, c'est-à-dire Bien on sûr. s'amuse bien, mais c'est sérieux. Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, le grand défi, c'est d'allier le fun au sport, donc à l'esprit sportif, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 10 ans, parce qu'on a bientôt 10 ans. Ah, bientôt 10 ans les cannibales marmottes. Un sport sérieux parce qu'il y a de la compétition, mais aussi l'année dernière, vous avez décidé d'adhérer à la Fédération mondiale. Alors ça s'est passé à travers un meeting, celui dont vous parliez, où vous deviez affronter une ou plusieurs équipes étrangères. Pourquoi avoir fait le choix de rejoindre cette Fédération mondiale finalement? Alors c'est la WFTDA, ouais, donc c'est une fédération qu'on a voulu rejoindre pour tout un tas de raisons, c'est qu'elle porte les valeurs du roller derby féminin. C'est une ligue aussi, enfin c'est une fédération féminine. Qui a une belle histoire, donc on était très intéressés pour la rejoindre, et ça nous permet après, dans le sens plus pratique, de rencontrer des équipes européennes notamment,
Et c'était un souhait qu'on avait avec l'équipe à terme aussi, de pouvoir élargir un peu les horizons des matchs et voilà, rencontrer des équipes étrangères européennes. Vous avez évoqué le côté fun de la discipline. Oui. Est-ce que, par définition, ça vous aide à être prise au sérieux? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. En tout cas, on a à cœur de représenter ça parce que ça nous différencie en fait un petit peu. Et en fait, ce qu'on aime bien, c'est prouver qu'en fait on peut faire quelque chose de sérieux avec des bons objectifs sportifs, se mettre des bons challenges et sans oublier en fait d'inclure tout le monde, de s'amuser et voilà, de porter quelque chose de positif, d'oublier un peu cet esprit compétitif, même si on l'a, d'accord, on l'a forcément, mais c'est pas forcément ce qu'on veut mettre en avant, en fait, dans les valeurs sportives. Du coup, vous revendiquez vous-même ce côté sport à part entière? Bah oui, bien sûr, parce qu'on le pratique, on met en œuvre tout un tas de choses. Enfin voilà, on a dû se construire, on a dû mettre en place plein de choses pour pouvoir réaliser notre sport avec sérieux, comme vous dites. Mais voilà, on veut aussi mettre l'accent sur le fait que le sport, c'est pour tout le monde, c'est praticable à tout niveau, pour toutes les personnes, et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Attendez, vous mettez quand même des sacrés... Enfin, ça castagne quand même un peu. Ah oui. Parce que là, ouais, enfin, vous avez quand même... Là, je vous vois, vous avez des jolis bras. Il n'y a pas de bleu, mais quand même. Pas encore, c'est le début de la saison. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, en fait. Parce que donc, c'est pas... Moi, ça me rappelle un petit peu le keirin, là, ce sport de pistard qui vient du Japon, où on peut un peu jouer... Est-ce que c'est un peu... Tous les coups ne sont pas permis, mais Non, quand même. tous les coups ne sont pas permis. Pour les personnes qui ont vu Bliss, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas le droit de donner des coups de poing, on n'a pas le droit de faire des croche-pattes. Donc en fait, on a vraiment des zones avec lesquelles on peut impacter et des zones sur lesquelles on peut impacter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la tête, que ce soit pour impacter ou on ne peut pas impacter l'autre dans la tête. On peut pas faire de croche-pattes, on peut pas utiliser nos mains pour s'agripper et se tirer. En fait, il y a vraiment, déjà du fait qu'on soit sur patin, que ce soit roulant, donc c'est déjà assez dangereux. En fait, on fait vraiment attention à s'impacter sur des endroits qui sont moins dangereux. Et ouais, du coup, il y a vraiment, c'est vraiment important de garder un côté safe dans le roller derby. Et alors, comment on s'y prépare finalement? L'entraînement, j'imagine qu'on ne fait pas que de la répétition de match. Qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement finalement? Eh ben, ça va être plein de choses différentes. En gros, l'entraînement, déjà on fait beaucoup de cardio. On essaie de faire du cardio, du fractionné pour améliorer justement pardon, je perds mes mots. Pour améliorer votre condition physique. Voilà, notre condition physique ouais, et puis la résistance aux impacts, etc. Donc ça passe par du renforcement musculaire, etc. Ensuite, spécifié au sport, on fait beaucoup d'agilité aussi. Donc pour justement, vraiment développer une aisance sur patin, pour pouvoir être apte à toutes les situations, savoir réagir avec réactivité et en sécurité aussi. Enfin voilà. Après, on travaille de l'impact aussi, donc savoir donner un coup, savoir le recevoir, ça s'apprend aussi, c'est pas inné, bien sûr. On apprend à donner un coup dans les règles? Ouais, exactement, tout à fait. Sur ses patins. Parce qu'on rappelle qu'il y a de la prison dans notre sport, on fait de la prison quand on fait une faute. Et, pendant le faute, match, hein, c'est voilà, pas après. Ouais. Et du coup, cette faute, elle peut impacter notre équipe, parce que pendant qu'il y a une joueuse en prison, on est moins sur la piste, donc on est en sous-nombre. Donc ces fautes nous sont préjudiciables, donc on essaie d'en faire le moins possible. Voilà. C'est un sport qui est peu médiatisé. Combien vous êtes au sein du club et comment vous faites pour recruter? Comment vous faites pour vous faire connaître? On est une centaine, je crois, au sein du club. Ouais, depuis cette année. Ouais. Depuis cette année, ouais, c'est beaucoup. Et je sais pas comment on fait. En fait, justement, ces événements, ça permet à des personnes de découvrir le roller derby, de venir voir, de discuter avec des joueuses, des personnes pour un peu voir comment ça se passe. Et je pense que c'est un bon biais par lequel on a des personnes qui arrivent. Après, parfois, il y a des personnes qui connaissent ça de leur ville d'origine et puis en fait qui déménagent, etc. et qui viennent... Donc au-delà de l'enjeu sportif, ce week-end, il y a vraiment un enjeu justement de vous faire connaître, de médiatiser un petit peu votre discipline. Ouais, bien sûr, ouais. Mm-hmm. On le sait, Mathias. la commission inclusion et diversité de votre fédération a inscrit dans le règlement l'année dernière que les participants pouvaient déterminer leur genre avec qui ils voulaient participer finalement. Est-ce que c'est avec ce genre de mesures aussi qu'on peut faire avancer la lutte LGBT au sein du sport en général?
Bien sûr, ouais. Je sais pas si une de vous veut répondre, mais oui, moi j'en suis convaincue, ouais, bien sûr. Pour faire avancer les mentalités et faire avancer les choses en fait, parce que historiquement, oui, le roller derby, ça a un petit peu une place spéciale. On nous étiquette avec plein de choses, mais le principal en fait, c'est que ça a mis les femmes en avant, mais en fait, c'est pas que ça. C'est vraiment transmettre ce message que quel que soit le genre dans lequel tu te définis, en fait, tu as une place et le sport devrait l'accorder. Parce que, en fait, c'est une pratique sportive, ça doit pouvoir faire par toutes les personnes, en fait. Ça ne doit pas être défini juste par des critères de sexe, de genre. Voilà. Et donc pourquoi les brûleurs de loups? Parce qu'il y a un moment qu'on essaye de vous inviter, mais c'est vrai que vous jouez tout le temps. Voilà, dans ce championnat qui est décidément très physique, aussi très intense pour vous. Qui sont nos invités? Mathias, c'est à toi. Alors, s'ils étaient footeux, ils seraient les Francesco Totti des BDL. Christophe attaque sa 17e saison au club, Julien sa 12e. Bon, c'est tout aussi glorieux, hein. Ils sont tous les deux de la région. Pire que des meubles, ils sont l'un comme l'autre des exemples de longévité pour le club. Vous avez tous les deux été capitaines aussi. Les hommes d'un seul club, est-ce que ça existe encore, surtout dans le hockey? Bah oui, du coup. Voilà. La preuve, ouais. C'est vrai qu'on fait souvent référence à ça. Les gens nous disent que ça se voit plus beaucoup dans le sport, mais nous, on n'y pense même pas, en fait. Enfin, je parle pour nous deux, mais on est bien ici. On n'a aucune raison d'aller voir ailleurs. Notre vie est ici. On se bat pour notre ville, notre club, les supporters qu'on connaît pour la plupart. Il y a des familles... Il y a nos familles, il y a les amis, il y a tout le monde qui est là et on se bat vraiment pour plus que l'équipe, quoi. On se bat pour Grenoble, quoi. On n'a qu'un club pour lequel on s'est battu, donc pas de raison d'aller ailleurs. Il faut savoir qu'aussi, parfois, c'est le choix de l'entraîneur qui se sépare des joueurs. Donc vous avez toujours su convaincre vos coachs aussi. Pour l'instant, on verra pour combien de temps, mais c'est sûr que voilà. Et puis je pense que c'est aussi une marque de ce club-là en particulier. Il y a une appartenance entre guillemets au club de Grenoble et ça, c'est toujours bien pour le club d'avoir des joueurs qui sont là depuis longtemps et de créer une longévité. Ça fait du bien aussi pour les valeurs et les respecter d'année en année. Christophe le disait dans le sport en général, mais dans le hockey particulièrement, on sait que c'est un sport où il y a souvent des contrats d'1 an, en fait, où on renouvelle tous les ans. Donc Non, c'est sûr. Après, à nous de faire nos preuves chaque année pour montrer qu'on mérite notre place aussi. Ça fait partie du jeu, c'est du sport professionnel, donc il faut répondre aux attentes du club et performer. Donc ça demande du travail l'été, ça demande de l'investissement et voilà, donc on a de la chance d'être dans cette situation, j'ai envie de dire. Alors Eric, il y a pas une guéguerre, vous êtes des vrais ennemis, des vrais frères ennemis avec Rouen, donc, qui a fait partie des équipes que vous avez rencontrées cette semaine. Alors cette fois-ci, après avoir chacun gagné l'un contre l'autre, cette fois-ci c'est Rouen qui a gagné. Voilà. Eric, oui, le championnat de la Ligue Magnus se limite un petit peu trop, peut-être, à ce duel entre Grenoble et Rouen. Le classico, comme on dit. Voilà, alors, d'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs qui comparent Rouen et Grenoble un petit peu au Barça et au Real Madrid en Ligue 1. Est-ce que vous avez ce sentiment de survoler un petit peu ce championnat? Est-ce que vous ressentez sur la glace cette différence avec les autres équipes? Non, pas sincèrement non. Après, c'est vrai quand on regarde le classement, on se rend compte qu'on a un peu d'avance sur le troisième et les poursuivants. Mais ça va être une phrase bateau, mais match après match, on sait que ça va être un match compliqué. Les équipes veulent nous battre et à nous de montrer que justement on mérite cette place de deuxième. Mais c'est vraiment un championnat qui reste homogène. Même si là, oui, comme vous le dites, il y a de l'avance pour les deux premiers, mais après, toutes les cartes sont rebasculées en play-off et on le sait très bien. Si j'avais quelque chose à ajouter, je dirais qu'on est peut-être les deux équipes les plus régulières. Mais nous, à chaque match qu'on a gagné, ça a été des matchs très difficiles. Et les quelques fois où on s'est reposé un peu sur nos acquis, entre guillemets, et qu'on n'a pas travaillé plus fort que l'adversaire, on a perdu. Donc ça montre bien que... oui, le classement montre qu'on est au-dessus, mais c'est un travail de tous les jours et pour faire cette différence, quoi. À chaque match, il faut se battre et sinon, on ne remporte pas la victoire.
On a tendance à dire que tout se décidera dans les playoffs. Est-ce que justement, en pensant aux playoffs, la saison elle est pas longue finalement? On sait que tout s'y jouera. Les matchs, il y en a beaucoup. C'est pas un peu long finalement? Bah non, parce qu'on fait ce qu'on aime. Donc déjà, on préfère faire des matchs que des entraînements. Et puis, à chaque match, on a envie de montrer qu'on mérite d'être là, qu'on se prépare aussi pour les playoffs. Mais ça reste des matchs très importants. Et pour l'instant, on n'est pas qualifié. Donc à nous de gagner le plus de matchs possible, le plus vite possible pour être qualifié. Je sais que vous êtes adepte de cette nouvelle cette formule à 44 matchs de saison régulière. Est-ce que finalement, là, on en est simplement à la moitié? Il y a quasiment plus de suspense pour les 2 premiers matchs, sur les 2 premières places. Pardon de vous couper, mais ce qu'on voit ici, c'est les images de la finale justement entre Grenoble et Rouen. Vous aviez perdu en 2012. C'était aussi la finale que vous aviez perdue l'an dernier. Cette fois-ci, c'était sans appel. Ici, vous aviez été poussé jusqu'au 7e match. Voilà, c'était pour illustrer le fait que ces 2 équipes se rencontrent régulièrement. Et en plus, en finale, et pas seulement de Ligue Magnus aussi, en finale de Coupe de France. Justement, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, cette deuxième phase? En fait, on continue à construire notre groupe, notre identité. En vue des playoffs, effectivement, il y a peut-être un peu moins d'attente sur qui va être détaché premier ou deuxième. Le trou a l'air d'être fait. Mais tout est encore à jouer, tout est encore à construire. On est content de notre jeu ces 5 derniers matchs, mais ça peut vite rebasculer. Donc on cherche les automatismes, on cherche la formule qui fonctionne et notre style de jeu. On teste aussi différents systèmes de jeu, différentes tactiques. Donc non, il y a plein de choses à voir. Il y a des blessés à des moments donnés. Donc encore une fois, ça permet à d'autres joueurs de jouer un peu plus. On essaie de voir les duos, les trios qui marchent bien. Donc il y a beaucoup de choses, les unités spéciales. Donc non. Et puis connaître bien chaque adversaire. Je pense que 4 matchs, c'est pas de trop face à chaque équipe. Et dans en vue d'une rencontre en play-off. Dans cette deuxième partie, est-ce que l'objectif sera vraiment d'aller chercher la première place? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Sachant qu'en plus, vous êtes Rouen est à la fois venu s'imposer à Pôle Sud et vous l'avez fait aussi à Rouen. Sincèrement, on ne va pas regarder ça. Après, forcément, on ne voit pas aussi loin. Et on verra bien à la fin des 44 matchs où on sera. Mais notre objectif, c'est d'être le plus haut possible pour commencer les playoffs dans les meilleures conditions. Qu'on soit premier, deuxième, on verra bien. Après, ça ne dépend pas que de nous. Et puis, on a vu l'année prochaine. Est-ce qu'il y a l'année dernière, pardon, de finir premier finalement voilà. Bon. Comment ça s'est goupillé. Rouen, en venant chercher les 2 premiers matchs, avait bouclé la série presque. Donc voilà. Alors, il y a des choses que vous avez en commun. Alors évidemment, bien sûr, ce titre que vous aviez remporté tous les deux en 2009, c'était 2 ans après le titre qu'avait gagné déjà cette équipe des Brûleurs de Loup. Vous étiez un petit peu trop jeune. Là, en 2009, vous faisiez vraiment partie de cette équipe. Oui, si Christophe aussi, si vous étiez sur la fameuse 4e ligne en 2007. Christophe était il n'était pas si jeune que ça. Ouais, allez, bam. Non, mais il avait participé grandement à la victoire en 2007 déjà. Donc. Ouais, bon, allez, d'accord. Si, tout à fait en 2007. Et Julien avait vraiment réintégré ce collectif en 2009. Voilà, c'est ça, exactement. Mais à partir de ce que vous avez connu sur la glace, vous avez construit aussi votre activité professionnelle également. Donc vous êtes des joueurs pro de hockey et vous êtes également les patrons de cette entreprise qui s'appelle Silence. Donc ça, c'est votre projet à vous qui vous occupe beaucoup de vos journées, de votre investissement aussi. Qu'est-ce que c'est Silence? Expliquez-nous. Alors Silence, alors déjà il faut faire la part des choses. Ouais. Quand on est hockey, on est à 100% hockey. Et quand on a fini la journée hockey, on s'investit avec le temps qui nous reste dans le développement de Silence, donc qui est un centre de flottaison. Donc qu'est-ce que c'est un centre de flottaison? Ce sont des cocons dans lesquels il y a 30, on le voit sur les images je pense, il y a 30 cm d'eau et c'est saturé en sulfate de magnésium, il y a 600 kg. Donc ce qui permet de flotter naturellement. Donc les bienfaits sont déjà l'aspect physique d'être en apesanteur. On a naturellement le corps, l'organisme, enfin les muscles et les articulations qui se relâchent. Donc c'est très bon pour tout ce qui est douleurs chroniques, articulaires, douleurs posturales, problèmes de dos. Et ensuite, je dirais qu'il y a toute l'isolation sensorielle qui permet de mettre les sens en silence. Donc on est coupé de tout bruit, toute agression visuelle. Et donc le cerveau se repose, se met en pause. Et ça permet de lutter contre l'anxiété, le stress, prévention du burn-out ou encore les problèmes liés au sommeil.